Alors, l'un des Megillot qu'on a l'habitude, dans le Ham Israël, d'étudier pendant la fête de Shavuot et qui, chez les Ashkenazim, occupe une place très importante, c'est la Megillah de Ruth. Alors, on va essayer de voir un petit enseignement de cette Megillah de Ruth. Pourquoi est-ce qu'elle a un lien avec Shavuot? Alors, mis à part, bien entendu, le lien premier qui est la naissance de David Amelech à Shavuot, et donc, quelque part, à travers cet événement de Ruth, alors c'est ça qui a donné naissance à David Amelech. En réalité, quand on approfondit un petit peu plus, c'est pas simplement parce que c'est l'ancêtre de David Amelech, et voilà donc le contexte dans lequel David Amelech va naître. C'est bien plus, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que cette Megillah a à voir avec David Amelech, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Shavuot. Alors déjà, Chazal disent que Shavuot, la Torah, c'est Trilat HaChesed veSof HaChesed. Au début de la Torah, on nous décrit comment Akadosh Baruch Hu s'est occupé de Adam et Chava, comme il a embelli Chava pour Adam Arishon. Et à la fin de la Torah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de Moshe Rabbeinu, Vaikbor Oto Bagay, Trinata Gmilut Chasadim, Sofa Gmilut Chasadim. Ça veut dire ce qui enveloppe la Torah, c'est du Chesed, pour décrire un petit peu que le contenu de la Torah, c'est générer ce qu'il y a de meilleur au monde. Le Chesed, ce qui génère le bon, et le contenu de la Torah, c'est ce qui génère ce qu'il y a de meilleur au monde. À chaque fois que quelqu'un étudie la Torah, il génère du bon, il génère du tov, qu'il est kartov, natati lachem, torati al ta'azovu. Et cette Megillah de Ruth va faire le contraste à quel point le monde est sublime lorsqu'il y a ce sens du chesed, ce bon qui est exercé, et au contraire, lorsque le monde, à quel point le chesed est indispensable pour le monde, et à quel point lorsque ce chesed manque, le monde va à la dérive. La première phrase de la Megillah de Ruth, Vayi bimé shefot hashoftim. Shefot hashoftim, donc pendant la période shefot hashoftim, pendant la période des shoftim, c'est une des périodes du Ham Israël. Il y a un livre dans le Tanakh qui s'appelle Shoftim. Donc on aurait dû marquer Vayi bimé hashoftim, shefot hashoftim, lorsque les juges jugeaient. Les juges, ils jugent. Shefot hashoftim. La Gemara dans Masechet Baba Batra Daf Tetvav Amud Bet nous dit Vayi bimé shefot hashoftim signifie, c'est pas simplement, on vient pas nous décrire la période, qui d'ailleurs était très vaste, pendant 400 ans, il y a eu la période des Shoftim, suite les Mlachim, donc ça ne cible pas vraiment le moment durant lequel l'événement s'est produit. Alors que vient nous enseigner Vayi bimé shefot hashoftim? L'expression shefot hashoftim nous dit la Gemara Dor sheshofet et shoftav. Une génération qui juge ses juges. Ça veut dire quoi? Un juge doit être exemplaire. Un juge ne doit pas être l'objet du moindre reproche, parce que lui-même va faire des reproches. Et donc, s'il fait des reproches et qu'il veut mettre de l'ordre, il doit être exemplaire. Et dans cette génération, vraisemblablement, nous dit le texte, les shoftim étaient corrompus. Et à chaque fois qu'il adressait un reproche à qui que ce soit, il lui dit, toi, tu me demandes de restituer cette dette, toi, tu me demandes de faire telle et telle chose, regarde ce que tu as fait. La Gemara, elle dit, alors là, quand le shofet disait à quelqu'un, Tol keisam mi ben shenecha, ça veut dire quelque part, tu as un petit morceau de bois qui s'est coincé entre les dents. C'est un petit défaut. Il lui dit, Tol kora mi ben ainecha, tu as un morceau de bois qui est suspendu entre tes yeux. Shefot hashoftim, toi tu es shofet oti, moi je te juge. Donc le juge ne doit pas être en mesure d'être jugé. Et là, c'était donc à quel point il y avait l'égocentrisme qui régnait, à quel point c'était corrompu. Chacun pour soi, même les shoftim. Et le Midrash, dans la Pticha de Ruth, nous dit, et les prémices de cette décadence, c'est le Midrash, je cite, dans Pticha de Midrash Ruth, Rabbah, Aleph, Otbet, il dit comme ça, Alideh shenitzlu Israël, la'asot gmul chesed li Yoshua. L'un des grands manquements de l'histoire juive, c'est la Ptira de Yoshua qui n'a pas été suffisamment au centre du quotidien du Ham Israël. Lorsque le manhig, lorsque Yoshua, qui est un manhig, donc forcément qui s'est dévoué corps et âme, disparaît, il fallait que cet événement soit au centre, il fallait que des spédim soient prononcés et que ça touche au plus profond le Ham Israël. Et le Midrash nous dit comme ça, il y a marqué Atzlu Israël asot gmul chesed li Yoshua. Le Ham Israël, ils n'ont pas fait le chesed, ils n'ont pas eu la karatatov qui était due à Yoshua. Marqué Veikberu Oto
Bigvul nachalato mitzvon nehar Gaash. Bigvul nachalato mitzvon nehar Gaash, ça veut dire quoi? C'est quoi Gaash? Mitzvon nehar Gaash. Il dit, c'est quoi Gaash? Il dit, à l'idée chez l'Idgaashu Israël me'asot gulut chasadim Yoshua. C'est-à-dire que mitzvon nehar Gaash, ça veut dire aussi qu'il y avait une montagne d'obsession dans le Ham Israël qui était enfouie. Mitzvon nehar Gaash. Cette obsession, nous dit le Passouk, enfin Yoshua a réparti Eretz Israël. Bota sha'an nechleka Eretz Israël. Et donc chacun avait sa petite parcelle de terre. Et il s'est donné à cette parcelle de terre pour l'exploiter. Ayou Israël oskim bimlachtan. Ze osek besadeu, veze osek bekarmo, veze osek bezeitav. Lui il s'occupe de son champ, lui il s'occupe de sa vigne, lui il s'occupe de ses oliviers. Veze osek beputzmo, et lui il s'occupe de sa villa. Chacun était barricadé dans sa petite parcelle. Vous connaissez les maisons des riches, ils sont barricadés. Tu passes là, tu ne peux pas voir à l'intérieur. Il y a la villa et il y a une muraille qui se dresse. Chacun était barricadé dans son petite parcelle de terre. Nidgaashu me'asod gvilut chesed liYoshua. Nidgaashu. Ils étaient tellement obsédés parce qu'ils n'ont pas le temps pour Yoshua. Ils n'ont pas la présence d'esprit, l'esprit libre. Nidgaashu me'asod chesed liYoshua. Ça veut dire qu'ils venaient refaire la parcelle. Allez, on l'exploite. Yoshua, il dit, oh, mais alors, où est-ce que vous marquez votre connaissance à Yoshua? Donc cet égocentrisme est né à ce moment-là, puis il a pris de l'ampleur jusqu'à ce que Shefot HaShoftim, jusqu'à Yoshua, tout de suite après la période de Yoshua, c'est la période de Shoftim, qui a duré 400 ans, et puis voilà, ils étaient tous obsédés par... et voilà, donc ça a commencé par l'égocentrisme de ne pas rendre à Yoshua le chesed pour lequel il s'est donné corps et âme. Chacun, il est dans son petit truc, il pense même pas. C'est pas méchant. Il n'y a pas de présence d'esprit. C'est pas Kfouy Tova alors. Ah, c'est Kfouy Tova, quelqu'un qui est Bekir Tova. C'est pas méchant, mais c'est bête. Ouais. Mais même la bêtise tue. Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas être bête dans la vie. Il ne faut pas être bête. Méchant, c'est vadaï que non. Mais même être bête, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être Kfouy Tova. Kfouy Tova, c'est de la bêtise. Ah, mais il n'est pas méchant, hein, qu'il est obsédé. Il n'a pas la présence d'esprit. Et ça même, c'est de la bêtise. Ça, c'est vrai, après les chauffettes, lui-même. Et le point culminant, donc finalement, c'est ça qui a généré la famine. Cet égocentrisme a généré la famine. Et le point culminant, quelque part, de cet égocentrisme va être le passage de Elimelech avec ses enfants, Machlon et Kilion, en Moab. Alors que la famine règne, le Ham Israël est inquiet de l'avenir, lui, Baruch Hashem, il a... Et le Midrash, dans Parashat Bet, va s'exprimer de façon très dure, que finalement il va mourir. Ça veut dire que la famine, c'est parce qu'il y avait cet égocentrisme qui a débuté avec le manque de reconnaissance à l'égard de Yoshua, mais après ça va se terminer. Donc il y a le passage de Elimelech avec ses enfants par la mort de Elimelech. Qu'est-ce qu'il a fait Elimelech? Il est passé en Chutz Laaretz. Mais le Midrash va plus loin. Et là il dit une phrase qui est... Il dit, Shehipil liban shel Israël alem. Il a brisé le cœur du Ham Israël. Pourquoi? Parce que l'Ham Israël, quelque part, sentait que Elimelech pouvait le soutenir. D'abord, c'était un leader de Yehuda, riche. Le leader doit être présent pendant les moments de détresse. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il place un espoir. Il a de quoi nourrir, de quoi apporter un certain soutien au Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Elimelech, il y a la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il se taille, comme on dit. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on toque à sa porte. Et le Midrash nous dit Kach Elimelech haya migdolei hamedina umiparnasei הדור. כשבאו שני רעבון, אמר, עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו, chacun avec son petit panier, il va me dire, tu peux, Elimelech? Allez, on y va. עמדו ברח לו מפניהם. דאוד הכתיב, וילך איש מבית לחם יהודה. בית לחם יהודה. Pourquoi Bethléem s'appelle Bethléem? Parce que c'était le beit du lechem. Là-bas, c'était la région où on savait donner du pain. Et lui, pendant comme ça, tu lâches tout le monde.
Tu n'es pas un roi riche, tu es Manig ou Parnassé Ador. Il n'y a pas de roi. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y avait pas de roi pour l'empêcher. Et il décide, un beau matin, on s'en va, on prend les valises. Et les gens qui voient Elimelech prendre tous ses biens et s'en aller, sont brisés. On comptait sur lui. Et il disparaît. Et ça, finalement, c'est le point le plus bas de cette période qui a débuté par le manque de reconnaissance à Yehoshua, qui finalement, il n'y a pas de hesped à Yehoshua, il y a un manque de reconnaissance. Shfot HaShoftim, le juge lui-même était corrompu, lui-même était égocentrique, lui-même il mettait, et puis tout le monde savait, tu n'as pas le droit de prononcer quoi que ce soit, parce que moi, tu sais bien ce que je peux révéler. Ne dis pas un mot, sinon j'étale sur la place publique ce que tu as fait. Shfot HaShoftim. C'est moi qui te juge. Le juge est jugé parce qu'il a fait aussi des bêtises. Et ça arrive dans son point le plus bas, Elimelech, sur lequel tout le monde dit, vas-y reste, soutiens, ta présence est un soutien. Ton argent peut être un soutien. Non, allez, je m'en vais. On y va. Vaïsou lahem nashim nochiot. Encore pire, pas seulement ils passent, ils vont épouser nashim nochiot. Vaïsou lahem. Prends lahem. Vaïsou nashim nochiot. Il dit, quand Shlomo El-Kabetz, il dit Vaïsou lahem. C'est pourquoi tu épouses des goyotes. Lahem, pour le kiff. Lahem, pour le kiff. Pas parce que tu veux avoir des enfants, pas parce que... Lahem. Donc ça c'est... Chafel. Bon, on n'a pas le temps. Juste ce que je peux dire, ça on voit donc à quel point c'est arrivé au... Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que Ruth, c'est elle qui va sauver le Matzav. Donc là on a à quel point ce manque de chesed, cet égocentrisme, va amener au plus bas Et Ruth, c'est la femme de chesed. Paradoxalement, elle vient de Moab. Elle vient de Moab, on dit que Lo yavo amoni u'moavi bikal Hashem al asher lo kidmu etrem balechem v'ameim. Moab, c'est les radins. C'est le contraire du chesed. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas venir dans le Ham Israël. Mais il y a une jeune femme qui, elle, va être le bon de Moab. Il y avait ce bon qui était enfoui dans du mal. Mais le bon de Moab, qu'il faut développer, finalement, on voit la femme du chesed. La femme du chesed qui accepte de ne pas quitter sa belle-mère. Sa belle-mère est veuve, triste. Elle a tout perdu. Tout perdu. Azot Naomi, les gens n'arrivent même plus à la reconnaître. Elle était bien portante. Elle arrive, elle est palote, amaigrie, mauvaise mine. Elle a tout perdu. Ruth n'a aucun intérêt. Pourquoi elle cherche Naomi? Qu'est-ce que tu veux? Naomi, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai rien à te donner. Ni enfant, ni argent, ni rien. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me suis? Elle lui dit, Ba'asher teler, eler. Ba'asher talchi, eler. Où tu iras, j'irai. Pourquoi? Chesed. Chesed. Je ne peux pas te laisser toute seule. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'elle est prête à renoncer alors qu'elle est la fille de Eglon Melech Moab. Elle a été habituée à l'opulence et elle est prête à vivre dans la pauvreté la plus pour Chesed. Et pas seulement ça. Sa belle-mère, hein. Attention. Elle pourrait dire le jour, désolé belle-mère, j'ai 40 ans, je peux encore avoir des enfants. Franchement, je ne vais pas gâcher ma vie, je t'adore, tu sais bien, mais elle ne fait pas ça. Elle renonce à tout pour sa belle-mère. Et elle protège sa belle-mère. Elle prend, la honte. Elle va dans les champs pour aller prendre Matanot Aniyim. Elle dit à sa belle-mère, toi tu restes à la maison, moi je vais aller. Elle va, et donc finalement, elle va chercher pour ensuite rapporter à sa belle-mère tout ce qu'il faut, etc., etc. Elle va épouser Boaz aussi, qui est aussi un acte de chesed. Parce que Boaz, c'est le Goël de Machlon et Kilion. Elle accepte d'épouser un homme très vieux, très très vieux. Pourquoi? Alors qu'elle peut se marier avec un genou. Non, chesed. Elle fait aussi le chesed avec Boaz pour les Hamid, pour faire une brina de Yiboum. C'est ce chesed, c'est ça qui va générer la malchoute de David Amelech. C'est toute malchoute, c'est une malchoute shel chesed. C'est malchoute, c'est ce qui distribue. C'est ça le melech. Et c'est ça qui finalement, donc par ce chesed, elle va amener ce qu'il y a de meilleur au monde. Elle va amener donc aussi les prémices du Melech HaMashiach. Chazak ou Baruch.